Bonjour à tous, hein, bonjour à toutes. Merci de venir nous rejoindre aujourd'hui sur cette session hebdomadaire des webinaires de French Morning. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un magazine d'expat francophone ici aux États-Unis, la référence en la matière. Alors aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose d'un petit peu particulier. On va présenter le marché de l'immobilier sur la région de San Francisco. La semaine dernière, on a attaqué Miami et la semaine prochaine, on repartira sur la côte Est à New York. Donc aujourd'hui, le programme sera décliné sur plusieurs points. On commencera donc par faire une petite comparaison des prix entre le marché de San Francisco et diverses autres métropoles européennes et mondiales. On fera aussi un petit tour donc sur l'immobilier en tant que tel à San Francisco. On passera bien sûr en revue les processus d'achat et de vente pour enfin conclure sur un tournant de fiscalité dans les grandes lignes sur la région de San Francisco et la Bay Area. Alors, aujourd'hui, on a trois experts hein, pour venir vous expliquer un petit peu tous ces process et les points que j'ai abordés juste avant. Donc, on va commencer par accueillir Anne-Laurie, qui est 33 brokers sur la région de San Francisco et de la baie dans son ensemble. Après, on passera donc par Betty Benzakein, donc qui est mortgage broker chez HSBC et qui vous accompagne dans toutes vos démarches de prêts et de financement pour vos biens immobiliers. Et enfin, nous finirons par Pascal Gibert, donc expert comptable du cabinet Gibert, qui a commencé donc sa carrière en comptabilité en France pour venir s'exiler ou plutôt s'implanter ici aux États-Unis. Alors, vous êtes déjà très nombreux, hein, vous êtes plusieurs dizaines à vous être connectés. Donc, surtout, n'ayez pas peur, je le redis, je le dis souvent, posez vos questions directement dans le chat, dans le Q&A qui s'affiche juste en bas de votre écran. On a envie de savoir d'où vous venez, on a envie d'entendre vos questions. Si vous êtes un peu timide, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez poser vos questions, il n'y a que moi qui les vois et je poserai les questions de façon anonyme durant le live de cette session aujourd'hui. Alors, on est en direct pendant 1 heure sous le soleil de San Francisco. Anne-Laurie, je te passe la parole. Merci beaucoup, Romain. Enchanté tout le monde. Je me présente d'abord. Ça fait 30 ans que j'habite à San Francisco et dans la Bay Area. J'ai commencé à travailler dans la technologie, dans la Silicon Valley. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler dans le real estate il y a 7 ans. Et je vends et j'achète à San Francisco même et dans Marin County, puisque c'est là où j'habite. Et puis, je aussi travaille sur San Francisco, la ville même, et je travaille avec des partenaires sur la Silicon Valley. Donc, je vais vous parler un petit peu du marché aujourd'hui San Francisco, puisqu'on en parle pas mal. C'est un marché qui bouge énormément, surtout en ce moment, on va voir les chiffres, et qui est très compétitif pour les acheteurs. Donc, on va regarder en détail les prix aujourd'hui de San Francisco. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que selon les sites, selon les études, comme d'habitude, San Francisco peut être dans les 3 premiers, 4 ou 5. New York est quand même encore devant nous, donc à $1 300 de moyenne par square foot. Ensuite, il y a encore Paris qui est devant nous. On ne pense pas, quand on est sur le marché San Francisco, ça paraît beaucoup plus cher que Paris, mais en fait, par square foot, c'est encore moins cher que Paris. Bien sûr, Tokyo est devant nous et Londres est passé derrière depuis le Brexit. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que San Francisco a une réputation d'être très cher. C'est le cas, mais d'autres villes dans le monde entier est encore plus cher que nous. Donc, on est encore bien positionné par rapport à cela. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est pourquoi les gens investissent ici. Il y a quelquefois une courbe un petit peu descendante, mais en gros, depuis 2000, donc ça fait 20 ans de chiffres, les coûts des maisons, les prix des maisons ont augmenté de 3 fois le prix. Donc, ça m'est arrivé de rencontrer des clients qui avaient acheté il y a 20 ou 30 ans même, et acheter des maisons à 40 000 $ et je les revends à 1,5 million, 1,6 million, 1,9 million. Enfin, donc, le marché a été très, 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 très à la monte depuis 20 ans et c'est quelque chose qui est même, quand on regarde même bien avant ça, c'est un marché qui monte toujours, on dit.
Après, il y a quelquefois des corrections. On peut le voir en 2011, en 2009, mais en gros, sur le long terme, si c'est un marché qui porte, qui est très positif au niveau des investissements et les loyers sont tellement chers que je dis toujours, si vous avez besoin de vivre à San Francisco, c'est mieux d'acheter la maison au mieux de payer des loyers beaucoup plus chers. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de presse sur notre marché de San Francisco qui disent que tout le monde s'en va de la Californie à cause des taxes et à cause des homeless, qui est devenue une situation encore beaucoup plus dramatique que ça l'était. Donc, c'est incroyable. À chaque fois que les Français viennent nous voir en été, il y a deux choses qui ressortent. C'est il y a plein de homeless et il fait pas beau. Ben, en fait, vous allez voir qu'à San Francisco, il fait quand même très, très, très beau. Et c'est juste l'été où il y a du fog. Et en effet, on a des problèmes de homeless et j'espère qu'un jour, ça sera résolu. Voilà ce que disent les médias. Surtout depuis les élections, c'est même devenu un peu politique, c'est que tout le monde s'en va de la baie. Alors, est-ce que c'est vrai? Sur le marché, qu'est-ce qu'on en pense, nous, les realtors? Donc, quand on regarde ce qui se passe depuis avant Covid, donc la période 2019, on regarde les condos, il y a 50% de plus de condos qui ont été vendus depuis janvier et 16% plus de maisons. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un churn, donc les gens partent, c'est en général les retraités, les gens qui ont fait de l'argent, qui n'ont plus besoin de travailler, mais il y a des nouveaux arrivants ou des gens qui étaient dans la vallée, qui louaient des maisons ou des condos et qui ont décidé d'acheter parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent pendant le Covid avec le marché financier. Donc, c'est un endroit où les gens ne restent pas s'ils n'ont pas besoin de rester travailler. En effet, parce que les impôts sont quand même assez élevés. On essaie de résoudre des problèmes sociaux. Mais il y a toujours des arrivées, des nouveaux millionnaires qui veulent acheter et qui sont très agressifs dans l'achat. Donc, pourquoi il y a ce marché aussi dynamique? La première chose, c'est qu'à San Francisco, depuis que je vais ici, tout le monde dit l'immobilier est cher parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire. Donc, c'est une région où il y a de l'eau partout, et encadrée d'eau ou de parcs nationaux. Et donc, il y a toujours un manque d'inventaire qui, en fait, conduit à ce qu'on appelle les bidding wars, et je vais rentrer dans le détail avec ça. Le numéro 1, la destination, ce n'est pas comme Miami, par exemple, qui est le business, mais aussi beaucoup le tourisme. Ici, c'est le tourisme, mais ce n'est pas vraiment le tourisme avec la fête, c'est vraiment un voyage d'affaires, un voyage de technologie. Donc, c'est ici le berceau de toutes les technologies, qu'il s'agisse de la fintech, de la biotech et bien sûr Internet, software, c'est la Silicon Valley. Donc, ça crée énormément de jobs. Et même si avec Covid, on pensait que les gens ne reviendraient plus au bureau, les gens vont revenir au bureau. Donc, le marché va continuer à augmenter. Ils vont revenir au bureau pour la simple et unique raison que si vous ne revenez pas au bureau, ça veut dire que vous pouvez travailler, par exemple, du Texas avec des salaires beaucoup moins élevés. Le jeune choisira un salaire élevé et rester à San Francisco. Pourquoi? Parce que c'est location, location, location. Comme vous savez, c'est la raison principale de l'achat d'un bien immobilier. C'est ce qu'on dit aux États-Unis, je pense qu'on le dit peut-être en France, mais voici les trois raisons, c'est la location, 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 où vous achetez. Et la Californie, c'est une qualité de vie qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'endroits, alors je suis biased, hein, faut le dire, des États-Unis. C'est un endroit où il fait vraiment très beau. C'est vrai que l'été, on a l'air conditionné naturel, c'est ce que les Américains disent. On a les montagnes, on a la mer, et c'est important de le dire parce que les gens oublient que ici, on peut conduire à 3 heures pour avoir un ski incroyable. On peut passer le week-end à la mer. On peut aller à Napa pour goûter des vins incroyables. Et donc, c'est un endroit qui
par lui-même, est agréable à vivre. Il ne fait jamais trop chaud, il ne fait jamais trop froid. Donc, c'est vraiment, on oublie parfois la base essentielle de la raison du développement de la Californie. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs? Il y a ce qu'on appelle un bidding process, et ça, c'est très, 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 très propre à San Francisco. Les maisons se vendent, ou les condos se vendent en général en 10 jours de temps, 15 jours. Depuis Covid, en fait, on est même passé de 15 jours à 9 jours quelquefois, juste un week-end, et on fait une date où tout le monde va proposer un prix pour acheter la maison ou le condo. Donc, il y a 3 étapes. La préparation financière, Betty va en parler, la recherche et l'analyse des prix, et puis ensuite, comment choisir votre maison. Donc, la première chose, c'est, et ça, je vais laisser Betty en parler beaucoup plus, mais c'est d'abord de connaître votre budget. Parce qu'en effet, il faut définir, il y a quand même des règles qui ont été mises en place, et encore Betty va en parler, pour qu'on évite des crises financières où les gens achètent des biens qui sont trop chers par rapport à leurs revenus. Donc, il faut d'abord comprendre son budget. Ensuite, on parle à plusieurs banques. Je pense toujours parler à 2 ou 3 banques, ou alors un broker qui parle à aussi 2 ou 3 banques. Donc, en général, je dis, parlez à votre propre banque, où vous avez votre compte, et appelez une autre banque et même un broker. Je suis sûre, c'est comme les céréales, il y a tous les goûts, il y a toutes les options, et il faut comprendre celle qui va correspondre le mieux. Et j'ai vraiment jamais une banque qui va gagner tous mes clients, parce que ça va être tellement spécifique à votre profil. Est-ce que vous êtes salarié, pas salarié, vous avez des assets, etc., qu'il faut vraiment trouver le meilleur produit par rapport à votre demande. Get pre-approved, ça, Betty va vous en parler, et ensuite comparer les taux d'intérêt, etc. C'est important d'être approuvé parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire d'offres sur des produits bien, et de hot product, comme on dit, sans être pré-approuvé, parce qu'en général, on ne peut même plus mettre de conditions, c'est contingency, mais c'est conditions d'achat, je crois, en français. Vous devez acheter sans conditions suspensives. C'est ça en français. Voilà, pour être compétitif et pour aussi pouvoir être en compétition avec des gens qui vont payer cash, sans financement. Recherche et analyse, c'est donc les visites. Donc, avec chacun de mes clients, je vais visiter 10, 15, 20 maisons, puisque comme c'est un marché cher, il faut très souvent ajuster vos besoins et les choses que vous désirez avoir. Et je fais une catégorie de choses que vous absolument devez avoir, par exemple, un garage ou quelque chose qui serait mieux d'avoir, mais c'est la nice to have, c'est par exemple un jardin plat, mais le jardin peut être un peu plus petit, etc. Donc, en général, il y a un ajustement qui se fait pendant les visites par rapport à la demande et à ce qu'on peut vraiment trouver par rapport au budget. Donc, je demande toujours aux gens aussi qu'est-ce qui fait leur différence par rapport aux autres acheteurs. Parce que, par exemple, si mes acheteurs veulent quelque chose de tout refait, mais sont d'accord pour un petit peu faire des travaux, et bien souvent, ils vont avoir un meilleur achat parce que l'Américain, en général, va pour les choses déjà toutes faites, move-in condition. Le Français va souvent voir à travers un bien qui ne sera pas, par exemple, remodel, je ne sais plus comment dire, mais tout bien fait, et va prendre des biens qui ont besoin de travaux, mais leur achat sera beaucoup plus malin. La dernière étape avant de faire une offre, c'est de comprendre le prix du bien et savoir à combien il va être vendu, puisque c'est un process de
d'appel de prix et chacun va mettre le prix qu'il est prêt à payer pour une maison ou un condo. Et là, c'est une analyse de prix parce que vous entendez très souvent dire les maisons sont vendues de plus de 1 million par rapport au prix de vente de départ qui a été listé. Et en fait, je dis toujours, ce n'est pas 1 million de plus, ça va être peut-être 100 000 ou 200 000, donc peut-être 10%, 20%, mais c'est parce que le vendeur, l'agent immobilier qui représente le vendeur a mis un prix très bas pour en fait créer cette compétition entre les acheteurs pour atterrir à un prix maximum. Donc, en général, on met un prix plus bas pour atterrir avec un prix plus haut. Et donc, il faut comprendre cette stratégie et choisir à combien on veut mettre le prix d'achat d'une maison. En général, il y a 20 personnes ou 10 personnes qui essayent d'acheter la même maison ou le même condo à San Francisco. Donc, c'est très compétitif. Ensuite, il y a le disclosure package qu'il faut lire, c'est des 400 pages. Et en général, sur les 400 pages, il n'y a que 20 à 30 pages qui sont importantes. Et en général, il faut bien les comprendre pour pouvoir faire une offre et avant de faire l'offre, sans conditions suspensives. Donc, sans conditions suspensives en ce qui concerne le financement, en général, les banquiers n'aiment pas ça, mais sinon, vous ne pouvez pas acheter à San Francisco, surtout des maisons, et sans conditions d'inspection. Donc, c'est des inspections qui sont faites, un parti tierce qui fait ces inspections, et ensuite, on met notre prix, et les prix montent et flambent, et c'est celui qui gagne en compétition avec 9-10 offres qui achète le bien. Les choses avancent très vite, comme je disais au départ. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une préparation en amont de financier, comprendre les must-have and need, nice to have de l'acheteur. Et lorsque la maison arrive sur le marché, aujourd'hui, on est passé de 15 jours à 10 jours. Et je vais vous dire, quand on vend, pourquoi c'est important de rester très peu de temps sur le marché et d'avoir cette compétition pour l'achat des biens. Donc, le selling process, c'est à l'inverse. D'abord, le staging. Lorsque donc, les gens achètent, les Français en général restent 3 ans, 4 ans en moyenne. Il y en a qui restent bien plus longtemps, comme moi, et puis il y en a qui repartent 2 ans après. La période la plus courte d'un investisseur français, enfin d'un investisseur, c'est des gens qui vivaient ici, sont arrivés dans la Silicon Valley, sont restés 9 mois, ont acheté, sont restés 9 mois et ont revendu 9 mois après. Pareil, ils ont refait un petit peu la cuisine et ils ont fait de l'argent. Donc, ils ont vécu sans payer le loyer, plus fait un profit en 9 mois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils ont fait des travaux dans les maisons, mais mineurs, et staging. Staging, je dis toujours, c'est comme si vous alliez vous marier avec avec votre femme qui n'a pas de robe de mariage. C'est impossible. C'est qu'il faut vraiment présenter au mieux le bien. L'Américain, souvent, ne voit pas à travers, ne voit pas une maison et les avantages d'une maison si elle n'est pas bien habillée, bien stagée. Vous n'attirez que, je dis toujours, les gens qui cherchent des bons deals et pas les gens qui veulent un move-in condition et acheter quelque chose qui est beau, prêt, et ils s'y voient vivre dedans parce que ce n'est pas trop personnalisé. Donc, le staging, c'est clé. Disclose, ça, c'est quelque chose que je veux aussi vous dire, c'est que disclose, en français, on n'a pas l'habitude de… Parfois, le français a peur de dire, il y a 3 ans, j'avais un problème d'eau, de fuite, qu'on a réparé. Et est-ce qu'il faut que je dise? Est-ce que ça va inquiéter les gens? Et en fait, je dis disclose, disclose, disclose. Ça vous protège. Donc, je dis toujours à mes clients, même si ça s'est passé il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous en parlez dans les disclosures pour que ensuite la personne ne va pas revenir vers vous en disant vous saviez qu'il y avait un problème d'eau et vous ne nous l'avez pas dit. Et à ce moment-là, ils peuvent revenir vers vous et vous demander de l'argent. Donc, je dis toujours, les disclosures, c'est important de dire tout ce que vous savez sur la société, sur la propriété. Pricing strategy, again, c'est pour, comme je vous l'ai dit pour l'achat, c'est qu'on met des prix beaucoup plus bas pour qu'il y ait une compétition
et que tous les acheteurs viennent. C'est comme vous ouvrir un magasin à beaucoup plus de gens qu'à 2-3 personnes, parce que tout le monde a envie de ce bien, et quand tout le monde a envie de ce bien, les prix montent. Donc, quand vous pricez bas, en général, vous arrivez à avoir le meilleur prix que si vous l'aviez pricé à un prix normal et les gens ne sont pas excités. Branding, c'est important, mais je vois que je dépasse mon temps, donc je vais me dépêcher. Mais bien sûr, le branding, c'est comme tout, il faut absolument marketer la maison avec les photos, le website, etc. Ça, c'est normal. Et voilà, donc ça, c'était un petit peu mon insight sur le marché américain. Et je suis désolée, quelquefois, mon français se part. C'est parfait, merci Anne-Laurie. En tout cas, même avec ton français et ton anglais mixé, on a tout compris. Ça mérite d'être très clair et concis. Merci pour cette présentation. Du coup, je le rappelle à tout le monde, hein, que vous soyez sur le Facebook Live, YouTube ou ici même sur Zoom. N'hésitez surtout pas à poser vos commentaires dans le chat. On y répondra à la fin de la session. Merci Anne-Laurie. Alors, on va tout de suite passer la parole à Betty, donc, de HSBC, qui va vous expliquer et rentrer un peu plus dans le détail financier pour l'acquisition de biens. Merci Romain, merci Anne-Laurie. J'ai adoré, j'ai appris plein de choses et maintenant je veux encore plus venir visiter San Francisco. Donc, moi c'est Betty Bandaken, je suis née au Maroc, grandie à Montréal et ça fait 27 ans que je suis à New York. Almost comme Anne-Laurie. Donc, je travaille à HSBC, je suis mortgage consultant là-bas. Comment ça se passe ici? Donc, on fait affaire avec deux types de clients, soit des clients internationaux, c'est-à-dire un client qui habite et vit pas aux États-Unis, n'importe où dans le monde pratiquement, ou les clients qui sont domestiques, qui habitent ici aux États-Unis. Donc, pour les clients qui sont domestiques ici, très simple, on fait ce que toutes les autres banques font, on prête jusqu'à 80% du prix d'achat, tout ça. Le seul avantage qu'on a avec nous, c'est que notre debt to ratio income, au lieu que ce soit comme toutes les banques à 43, nos guidelines sont jusqu'à 50% et on peut même pousser jusqu'à 55%. Et on peut mettre le titre de la propriété sur un US LLC ou US Corporation. Là où on est très différent, c'est avec les clients internationaux. Si un client habite et vit n'importe où dans le monde et achète une propriété n'importe où aux États-Unis, presque n'importe où dans le monde, on peut leur donner, on est, je pense, une des seules banques qui pouvons leur donner jusqu'à 70% pour un achat as a second home, un pied-à-terre, et 60% pour un investment property. Comme Anne-Laurie l'a bien mentionné, c'est très important que vous faites pre-approved. Ça ne vous coûte rien. Vous appliquez, au bout de 24 heures, je vous donne votre pre-approval et il est valide pendant 4 mois. Et là, vous allez commencer à shopper pour votre maison. Et on offre tout différents types de produits, des 30 ans fixes, des ARMs, dépendamment de chaque client, qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Aussi, il y a beaucoup de gens qui payent cash parce que c'est juste, vous êtes plus proche de la course, c'est mieux pour tout le monde, vous pouvez mieux négocier, il n'y a pas de problème, vous pouvez payer cash et dès que vous close, vous me revenez, je vous redonne la même chose que ce que vous aurez pu avoir à l'achat, mais au moins il n'y a pas cette pression et vous n'allez pas perdre le deal parce que vous êtes déjà passé cash. Donc ça c'est en gros qu'est-ce que nous proposons. Bien sûr, après ça, je suis ouverte aux questions et on peut se parler one-on-one. Très souvent, les gens ne veulent pas poser des questions parce que c'est des trucs personnels. Donc, on vous enverra nos coordonnées. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on offre. Super, merci Betty. Du coup, toi, tu aides aussi bien les gens qui sont sur le territoire américain qu'à l'étranger. Donc, c'est quoi à peu près tes pourcentages de clients? Tu as plus de personnes ici ou à l'étranger ou c'est... Alors, maintenant, je pense que la balance est allée. Avant, c'est toujours 50-50, mais maintenant, je pense que c'est 60% clients étrangers, 40% clients domestiques. Parce que les clients étrangers, quand il y a eu Corona et tout ça, ils se sont dit, ah ouais, on va avoir des super prix, tout le monde quitte Manhattan, peut-être que les gens ne veulent plus rester à San Francisco, tout ça, ils pensaient avoir des super prix. Donc, les clients internationaux
ont beaucoup acheté, même sans voir la propriété. Ils font confiance à la realtor. Je suis sûre qu'à Noréal, si tu avais des autres clients, ils te font super confiance. Ils chopinaient comme ça, juste avec les listings. Et donc, maintenant, c'est devenu comme 60-40. D'accord. Super. Merci Betty pour toutes ces informations. Donc, où que vous soyez, vous pouvez faire appel au service de Betty et à son professionnalisme. Du coup, alors pour enchaîner, je vais passer la parole du coup, à Pascal qui va nous faire un petit topo sur la fiscalité. Je ne vous en dis pas plus. Pascal, c'est à toi. Merci Romain, merci Anne, merci Betty. Alors, moi, je vais parler de la fiscalité. Attendez, je vais mettre ma présentation et c'est… Voilà. Alors, je suis Pascal Gibert du cabinet Gibert, votre best option pour vos besoins comptables et fiscaux. Alors, je vais parler d'un sujet un peu plus ennuyant, mais important quand même, c'est la fiscalité aux États-Unis. Alors, attendez, voilà. Alors, l'achat. Vous avez acheté Anne vous a présenté un bien, vous êtes intéressé à acheter ce bien à San Francisco. Alors, la question se pose, comment l'acheter? Alors, vous avez deux options, personnellement en direct ou personne morale sous une structure. Alors, quoi choisir? En fait, si vraiment vous allez l'acheter pour y vivre dedans, en direct, c'est mieux car il y a des avantages fiscaux non négligeables et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Sinon, si vous l'achetez à but lucratif, c'est-à-dire que vous voulez la louer, c'est mieux de l'acheter sous une structure, c'est-à-dire soit une structure sous une LLC ou soit sous une Inc. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, sous une structure, vous vous protégez et protégez votre patrimoine. Les États-Unis sont renommés pour être un pays assez procédurier et par exemple, si un enfant tombe dans les escaliers et meurt, enfin, c'est vraiment le cas, le pire cas qui peut arriver, mais ça peut arriver, eh ben, il y a des fortes chances que la famille va vous attaquer. Et si vous n'avez pas de structure juridique, ils vont vous attaquer sur votre patrimoine et sur l'ensemble, sûrement sur l'ensemble de votre patrimoine. Cependant, si vous avez une structure, ils peuvent que vous attaquer sur le patrimoine de la structure, c'est-à-dire la société, le bien, votre actif, quoi. Et le pire des cas qui peut arriver, c'est de perdre ce bien, quoi. Alors, il y a deux types de structures, comme je disais, la LLC et la Inc. Et c'est vraiment la grosse différence, c'est au niveau de sa taxation. Attendez, oups. La LLC est taxée, est une société transparente en fait, et donc c'est ses membres qui sont taxés et l'imposition est par membre et par tranche. Alors pour la tranche fédérale, c'est entre 10 et 37%. Pour la Californie, c'est entre 1 et 12,3%. Alors si je prends un exemple, vous avez un revenu un net revenu de $10 000. La première tranche est de 10% sur le fédéral, donc vous serez taxé sur les jusqu'à 9 875 à 10% et de 9 876 à 10 000 à 12%. Et pour la Californie, c'est 1% jusqu'à 9 852, je crois, et au-dessus, c'est 2%. Donc, si vous avez fait 10 000, c'est 10 000%, 2%, excusez-moi, sur les 9 852 à $10 000. Voilà.
Petite parenthèse, donc si vous êtes non résident américain, il n'y a pas de double taxation et vous avez un crédit d'impôt quand vous faites votre déclaration en France de vos revenus aux États-Unis. Et pour aussi une deuxième petite parenthèse, pour nos amis canadiens, si vous avez une LLC, la LLC n'est pas reconnue au Canada et donc vous pouvez avoir une double imposition. Et alors pour l'éviter, c'est mieux de convertir votre LLC en tant que Inc. Alors pour la Inc, elle est taxée à la Inc, c'est comme une SARL ou une SA. Elle est taxée à 21% au niveau fédéral et au niveau en Californie, elle est taxée à 8,84. Et c'est pas par tranche. Donc si vous faites $1 ou $1 million de revenus, vous êtes taxé à la même tranche. Voilà. Alors, quel type de société choisir? En fait, tout dépend. C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de réponse tout faite. Tout dépend de plusieurs éléments. Et comme j'ai parlé, le patrimoine est un et le revenu est un autre aussi. Alors, Pascal, j'avais une petite question avant que tu continues. Est-ce que tu as une présentation en même temps à nous partager? vous voyez pas ma présentation là? Non, on ne voit pas du tout ta présentation, donc je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Et dans le doute, je ne voulais pas t'interrompre parce que… Non, tu as bien fait, excuse-moi. Je sais pas. Excuse-moi. Alors, il faut que tu appuies sur oui, le gros bouton vert. Je l'ai mis en route. Share, ok, voilà. Share et avant. Ok. Est-ce que vous la voyez maintenant? Oui. Attendez, alors je reviens. L'achat, ok, on a parlé des sociétés, voilà. Donc là, je vais parler de la déclaration, voilà. Donc, désolé. Hein. Ouais, donc, oui, si vous êtes résident et que vous avez un bien résidentiel où vous vivez dedans, en fait, vous bénéficiez soit d'une standard déduction ou soit d'une itemized déduction. Et ça, c'est vraiment le travail de votre comptable qui va le faire parce que vous pouvez soit déduire en itemized vos impôts, vos taxes foncières, vos intérêts de prêt. Et en fait, si vos taxes et vos intérêts et assurances du prêt sont plus élevés que 12 400 célibataires ou si vous êtes marié, c'est 24 800. Alors, si c'est plus élevé, ben, c'est mieux de itemize la déduction ou sinon, vous prenez la standard déduction si c'est moins élevé et c'est 12 400 célibataires ou 24 800 si vous êtes marié. Voilà. Alors, si c'est un bien locatif, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a vous pouvez faire plus de déductions. Il n'y a pas ces standards déductions. En fait, vous prenez votre revenu et vous déduisez tous les charges afférents à la location, c'est-à-dire la taxe foncière, les frais de gestion, les frais de maintenance, les frais d'entretien, intérêts d'emprunt, frais de déplacement aussi. Et ça vous donne un résultat. Et ce résultat, vous pouvez imputer l'amortisation. Alors, l'amortisation, c'est sur 27 ans si c'est un bien résidentiel, enfin non commercial. Et donc, si vous achetez 275 000 le bien, vous le divisez par 27,5, ça vous donne $10 000 de déduction. Forcément, plus l'achat est gros, plus la déduction est importante. Et donc, si vous avez fait un profit sur votre location, et disons qu'il est de $10 000, avec l'amortisation à 10 000, vous avez un résultat au fiscal de 0, donc pas d'impôt à payer, ce qui est sympathique, mais vous avez quand même gagné $10 000. Donc, ça, c'est pas négligeable. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, avec cette amortisation,
vous arrivez dans le négatif, et ben, si vous êtes un résident américain actif, et je dis actif dans la location, c'est-à-dire que vous occupez de votre location, vous pouvez déduire jusqu'à 25 000 $ de pertes. Si vous faites moins de 100 000, et si vous faites entre 100 000 et 150 000, vous pouvez déduire les 25 000. Ces 25 000 $ de déduction sont réduits de 1 $ pour chaque 2 $ au-dessus des 100 000 en dessous des 100 000. Mais si vous faites plus de 150 000, alors là, il n'y a pas de déduction. Et c'est la même chose pour les non-résidents américains. En fait, il n'y a pas de réduction, de déduction parce qu'il n'y a pas d'autres revenus. Mais dans les deux cas, sachez que la perte, elle n'est pas perdue et elle est accumulée chaque année. Et le jour de la vente, vous pouvez la minimiser sur la plus-value que vous avez faite du bien. Donc voilà, je vais passer à la vente. Alors voilà, vous avez décidé de vendre votre bien et Anne s'en occupe. et ce que vous pouvez faire, c'est, s'il y a une plus-value, évidemment, c'est de… il y a une plus-value, donc il faut… Ça se joue différemment si vous êtes résident ou non résident et si vous avez vécu dans cette maison. Donc, dans le cas où vous avez vécu pendant 2 ans dans cette maison, sur les 5 précédentes années, vous avez un abattement. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'avantage de cet abattement, c'est que si cet abattement est fait, que si vous êtes… au nom en direct. Vous avez cette maison en direct en personne physique. Et donc, cet abattement est de 250 000 $ si vous êtes célibataire ou de 500 000 $ si vous êtes marié. Alors, si vous avez fait une plus-value de 500 000 $, vous déduisez cet abattement de 500, donc il n'y a pas de plus-value à payer. Et… sinon, si c'est au-dessus, par exemple, ça peut être 15% à 20% ou 20%. C'est la plus-value qui dépasse les 441 450 pour être exact, c'est 20% de plus-value avec le barème de 2021. Alors, comment se calcule cette plus-value? C'est relativement simple. Vous prenez le prix du bien, les frais de vente, moins les frais de vente, moins le prix d'achat, moins les frais d'achat. Et si c'est locatif, vous pouvez rajouter les pertes, mais vous devez rajouter l'amortissement. Et oui, les amortisations sont à réintégrer. Voilà. Ce que je vais parler d'autre, c'est en vente. Excusez-moi. Voilà, le FIRTA. Ça, c'est une petite parenthèse pour nos auditeurs non résidents américains. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une retenue quand vous vendez votre bien. Et c'est l'acte FIRTA. Et en fait, pour faire tout simple, pour simplifier la chose, c'est que les États-Unis ils veulent être sûrs que vous payez vos impôts avant de partir et qu'il n'y a plus de lien aux États-Unis. Donc, il y a 15% qui est retenu sur la valeur du bien. Et c'est sur la valeur du bien et non sur la plus-value. Et donc, par exemple, vous vendez un bien à 300 000 et donc 15%, ça fait 45 000 $ qui est retenu. Alors, il y a une option et l'option, c'est de demander à l'IRS d'être taxé sur la plus-value. C'est comme payer ses impôts sur le jour de la vente. Cependant, il faut bien s'y prendre en avance car il faut fournir au gouvernement des documents et justificatifs. Et donc, si ce n'est pas possible de le faire,
c'est pas un problème. Vous pouvez récupérer cet argent quand vous faites votre déclaration le 15 avril. Et, excusez-moi, donc le trop perçu à ce moment-là sera redonné. Donc j'insiste donc que c'est bien, c'est juste un décalage de trésorerie et ne doit pas constituer un frein à votre investissement. Alors, le dernier point que je voudrais parler, c'est l'échange 31, excusez-moi. C'est la possibilité de reporter votre plus-value, donc de ne pas payer de taxes dès la vente. Alors, comment ça se passe? Eh bien, l'échange 10-31, c'est aussi connu comme like kind. Et alors, si on traduit mot par mot, ça veut dire pareil, like kind. Donc, par contre, il ne faut pas se laisser prendre au mot. Ça ne veut pas dire que vous devez vendre une maison de 4 pièces et de racheter une maison à 4 pièces. Ça veut dire que si vous vendez un bien locatif, il faut racheter un bien locatif. Et c'est une condition à respecter. Une autre condition à respecter, c'est que l'achat de votre nouvel investissement soit dans les 180 jours. Et un autre point à savoir, c'est l'argent de la vente doit être resté sur un compte séquestre et non sur votre compte personnel. Voilà. Voilà, j'ai fait un peu vite fait le tour de la fiscalité aux États-Unis et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et Romain, je te laisse la parole. On peut prendre des questions. Merci Pascal. Écoute, tu ne nous as pas du tout ennuyé, c'était très instructif. C'est vrai qu'il y a plein de subtilités et on comprend tout de suite la nécessité d'avoir un expert comptable ici sur le sol américain. C'est des choses qui sont un petit peu incontournables dans toute transaction. On a quelques questions de la part des auditeurs. On avait une question sur combien en moyenne était le prix pour un achat de biens immobiliers et qui du coup impliquait une autre question qui était du coup combien se louait un bien immobilier sur la région. Alors, je pense que c'est une question plus adressée à Anne. Oui, donc le prix moyen est à 1,7 million, 1,8 million d'une maison individuelle. Et puis le loyer, en fait, peut passer à 10 000, 12 000, 14 000. Mais en fait, ce qui est bon à savoir, c'est qu'en général, le loyer couvre le coût de la propriété. Mais le cap rate pour les investisseurs, c'est quand même 3%, 3 à 5%, je dirais. 3 à 5%. C'est beaucoup moins élevé que d'autres régions des États-Unis qui sont à 9%, 10%. Et pourtant, les loyers sont déjà très, très chers, mais comme l'immobilier est cher. Et en fait, les investisseurs font de l'argent avec la prise de valeur et pas forcément le retour sur investissement. Donc, les cap rates à San Francisco, c'est 3 à 5%. Dans d'autres régions des États-Unis, c'est 9-10%. Mais la prise de valeur est beaucoup moindre. D'accord, super, merci pour cette petite précision. On a une autre question, donc je pense qui est plus adressée à Pascal. En termes de fiscalité, si c'est plus intéressant maintenant d'acheter un bien ou s'il vaut mieux attendre ou si c'était mieux avant, depuis que Biden est en fonction, est-ce que tu as un peu de couleur sur ce qui va se trémousser, si je puis dire, en termes de fiscalité? Ouais, non, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles dessus. Les taux sont les mêmes pour l'instant. Il n'y a rien qui change. D'accord. Moi, par contre, j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est que point de vue fiscalité, en tout cas pour la Californie, quand Trump était au pouvoir, il a mis quelque chose qui était moins bien pour les Californiens, surtout dans les prix où on est à San Francisco, c'est qu'avant, on pouvait déduire sur 1 million, je crois, et Pascal, tu me dis si j'ai tort,
et d'intérêt par rapport aux revenus. Et ils ont baissé ça à 750 000. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau taxe fédérale, on pouvait déduire les intérêts et cette barrière est descendue de plus en plus bas. Avec les prix qui montent, ça veut dire que lorsque vous faites un emprunt, vous ne pouvez que déduire sur 1 million et si vous faites un emprunt de 2 millions, et ben, l'intérêt que vous payez sur entre 750 000 et 2 millions ne peut pas être déduit de vos impôts. Donc en fait, c'était moins bien pour la Californie et les gens ne le savent pas. Pas parce que justement Biden met beaucoup d'impôts et ça fait toujours peur, mais en fait, en ce qui concerne la Californie, on a eu peur lorsque ça a été passé, cette loi, parce qu'on s'est dit que quand même un des avantages d'acheter, c'est de pouvoir déduire les intérêts. Et en fait, il n'y a eu aucune conséquence sur le marché, mais vraiment aucune conséquence. Et par rapport à l'économie, pour San Francisco, on est très bullish. On pense que ça va monter au moins jusqu'à décembre et si ce n'est pas plus après. Et pour tout le reste des États-Unis, je dirais, nous, c'est parce que, bien sûr, on a toujours beaucoup de métiers qui sont créés de postes, job creation, mais aux États-Unis aussi, c'est considéré comme un outil important contre l'inflation. Donc, comme on a une inflation de dingue, on pense que quand même les taux d'intérêt vont augmenter, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas vraiment s'ils vont augmenter. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a un engouement sur l'immobilier aux États-Unis qu'on a rarement vu. Donc, c'est un outil contre le taux d'intérêt, mais c'est aussi l'inflation. Donc, par exemple, le bois coûte 3 fois plus cher qu'il coûtait avant Covid. Et on a un manque d'inventaire. Même pas qu'au niveau San Francisco, donc c'est encore pire que partout ailleurs parce que ça a toujours été comme ça, mais on a un manque d'inventaire de maisons et de production de maisons qu'on n'a jamais vu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aux États-Unis, et je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est booming, mais partout, et commence à avoir le même modèle qu'on a, pas partout, mais pas dans les zones rurales, mais dans les villes, ils commencent à avoir ces process de bidding war partout aux États-Unis parce qu'on manque de maisons. Et la production n'a pas été suffisante. C'est la même chose pour les voitures. Voilà. Donc, c'est une inflation incroyable et c'est pour ça qu'il y a cet engouement pour l'immobilier qui va, on pense, durer au moins 6 mois. Personne ne peut voir l'avenir, mais on pense que ça va durer au moins 6 mois. Puis après, on ne sait pas, bien sûr, mais on est au début pour beaucoup de gens de l'augmentation. D'accord, merci Anne pour toutes ces précisions. Ça mérite d'être clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu que récemment, le prix du bois avait beaucoup augmenté dû à la demande croissante des constructions. Tout de suite, on a une question un peu technique, donc je pense que ça sera plus pour Betty. Alors c'est une question qui peut être un peu plus généralisée, mais en gros, on a un auditeur qui est sous un visa O1, non résident permanent, mais domicilié fiscalement ici aux États-Unis et plus particulièrement en Californie, en cours d'application pour sa green card. Donc cette personne voulait savoir si d'une part, il pouvait acheter un bien immobilier et si d'autre part, il était considéré comme plutôt un international ou un résident pour toi, Betty. Alors, avec un visa O1, c'est un visa spécialisé, donc vous devez être très bien dans ce que vous faites. Et oui, on peut vous prêter, on peut vous donner un financement. Normalement, ça sera, bien sûr, je ne connais pas, on pourra se parler, mais normalement, on pourra vous donner jusqu'à 75% du prix d'achat pour une primary home. Et ça sera considéré comme une primary home. Et ça dépend, ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis, plus que 2 ans, moins que 2 ans, si vous avez un credit score ou pas. Mais on parlera de ça, mais on peut vous considérer pas comme un foreign national, mais ça va dépendre, ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis. Vous pouvez m'appeler, on discutera. Mais on travaille avec le O1 visa, no problem. OK. Et donc toi, Betty, tu as l'habitude de travailler aussi avec des gens qui n'ont pas de credit score. Exactement. Donc, nous, très souvent, j'ai des clients, par exemple, qui travaillent dans des boîtes en France, disons, et qui se sont fait transférer ici aux États-Unis avec soit des L1 visa, O1 visa, dépendamment, on travaille avec beaucoup de visas. Et il n'y a presque aucune banque qui veut
donner des mortgages parce qu'ils n'ont pas le 2 ans de history aux États-Unis. Nous, il n'y a aucun problème parce que ce qu'on n'a pas aux États-Unis, on le trouve dans le pays d'origine. Par exemple, on va faire un international credit report au lieu de faire un US credit report. Si on n'a pas le 2 ans de history, on va reach out to HR en France, par exemple, pour avoir la balance du 2 ans. Donc, tout ça, c'est vraiment pas un problème pour nous. On le fait tout le temps. D'accord, super. Bah, c'est bon à savoir. Ouais. Merci. La personne en question était un tout petit peu inférieure à 2 ans, qui était sur… Okay. Donc, quand c'est en bas de 2 ans, on doit faire International Credit Report et tout ça. Si c'est au-dessus de 2 ans, donc on n'a plus rien à faire de l'autre côté. Et là, ça va dépendre si vous avez un credit score ou pas, si vous avez eu le temps de build du credit ou pas. Donc, mais either way, on va travailler avec vous. Ça marche. Tu ne refuses personne. Voilà, exact. C'est vrai que la banque de Betty travaille très, très bien avec les gens qui sont arrivés et les gens qui ont sous visa, et ils sont très flexibles avec ça et c'est important. Oui, tout à fait. Du coup, alors on avait une autre question. On voulait savoir, alors je pense que c'est plus pour toi, Anne-Marie, mais je pense que c'est une question un peu générale. On voulait savoir, en fait, si c'était plus intéressant d'acheter aujourd'hui en banlieue depuis le Covid. Alors, quand je dis banlieue, je pense que on nous demande si c'est plus intéressant d'acheter, mais pas dans l'hypercentre de San Francisco. Quelle est un peu ta vue sur le marché? En fait, je pense que les meilleurs deals sont en fait en ville. Il faut aller en contre-courant. Donc, aujourd'hui, à mon avis, il y a des deals à New York, il y a des deals dans les grandes villes parce que je ne pense pas que le Covid est en train de disparaître, mais je pense que un des meilleurs exemples, c'était les tremblements de terre à San Francisco. Dans la marina, plus personne ne voulait acheter dans la marina. Et aujourd'hui, la marina est aussi chère que Pacific Heights. Et la marina, c'est sur du liquefaction. Donc, c'est sur du terrain mou et pas sur les rochers. Et donc, les conséquences sont dramatiques. C'est pour ça que quand on a eu le grand tremblement de terre, la marina a vraiment souffert. Et les gens oublient. Et donc, aujourd'hui, je pense que culturellement, l'humain aime habiter ensemble et pas séparé. Les jeunes adorent marcher au café, ils veulent plus de voiture. Et donc, pour moi, je pense que c'est bien acheté. Moi, je suis par exemple à l'extérieur à cause des écoles. Donc, c'est bien aussi. Mais si on cherche un meilleur deal aujourd'hui, je pense que dans San Francisco, c'est pas la fin de San Francisco, c'est pas la fin de New York. Et d'ailleurs, les prix se maintiennent dans les deux villes, mais il y aura moins de compétition. Je dis toujours, par exemple, pour des investisseurs aujourd'hui, ce serait bien d'acheter les biens qui n'ont pas de jardin, parce que tout le monde maintenant veut des jardins, parce qu'il y a eu Covid, mais les gens oublient. Et donc, les meilleurs prix sont ceux que ne veulent pas acheter les gens. Et donc, si c'est pour chercher quelque chose à un prix meilleur, je mettrais plutôt dans San Francisco. Mais si par rapport à vouloir où vivre, ça c'est personnel. Parce que si c'est votre maison principale, il vaut mieux quand même vivre où vous voulez vivre et on arrive toujours à trouver des bonnes maisons à un bon prix, etc. C'est incroyable, même quand c'est compétitif. Il faut beaucoup rechercher, mais on le trouve. Donc, mais si c'est pour juste un achat, un investissement, et vous êtes d'accord d'habiter à San Francisco, aujourd'hui, il faut aller toujours à contre-courant. Il ne faut pas acheter quand tout le monde achète et vendre quand tout le monde vend au plus haut. Voilà. D'accord. Donc, ton conseil, c'est quand même d'aller contre la tendance. Toujours, même dans le marché financier, partout. Donc, et je pense que vraiment, on était arrivé, c'est incroyable parce que avant Covid, ce qui plaisait le plus aux millionnaires et puis aux Z et tout, c'est d'avoir des petites maisons et marcher au café avant Covid.
Covid a tout changé, ça, mais je ne sais pas si ça va rester très longtemps quelque part. Donc, sur 2 ans, 3 ans, oui, là, ça va rester. Mais les gens oublient. Et donc, je pense que quand même, la personne jeune ne veut pas habiter au milieu de rien. Ils veulent le café à côté. Et c'est un mouvement qu'on a vu partout, aux États-Unis d'ailleurs. Et en fait, avec même le modèle européen, c'est qu'en Europe, les villes sont quand même beaucoup plus petites et pas spread out. Et je crois que tout le monde aime ça quelque part. Et c'est pour ça que les villes ont été créées. Donc, ça ne va pas changer l'humanité, quoi. Et donc, je pense que les gens vont oublier. Mais pour le moment, pendant 1, 2 ans, c'est sûr qu'ils veulent beaucoup plus d'espace qu'ils voulaient avant. Mais je pense pas que ça va complètement changer ce mouvement d'être quand même proche de chacun et d'éviter tout le temps de prendre la voiture juste pour aller chercher son gallon de lait. Donc, ça, c'est mon pari, mais par contre, je sais que c'est vrai que maintenant, les bons deals, ça serait dans les condos sans espace vert pour le moment, mais qui se vendaient très bien avant Covid. Donc, c'est juste que ça a créé ce mouvement, mais je ne sais pas si ça va être un long mouvement. Ok, super. Merci Anne. Alors, j'ai plusieurs questions que j'ai reçues pour Pascal, donc je vais les agréger en une parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je pense vous poser une question, Pascal, qui répondra et ta réponse satisfera tout le monde. Donc, toi, tu es spécialisé sur tous les États-Unis, mais est-ce que tu as aussi des spécialisations avec des clients qui ont des biens qui se situent en France? Et est-ce que tu es multi-État, si je puis dire, dans tes démarches et dans ton expertise? Oui, merci pour la question. Tout à fait. C'est un petit cabinet comptable, mais j'ai 2 experts comptables, un qui est CPA, un qui est IA. Alors, la grosse différence, c'est que le IA a la licence dans tous les États. Le CPA, il ne peut que représenter le client dans l'État où il a sa licence. Donc, oui, j'ai des clients dans tous les États-Unis, côté ouest que côté est. Et ma clientèle, en fait, est 95% francophone. Voilà. D'accord. Super. Parfait, merci. Et du coup, tu travailles aussi avec des Canadiens? Ah oui, oui, alors j'ai des collaborateurs en France et donc on peut vous aider, on peut aider notre clientèle s'ils ont des biens en France ou toujours des déclarations à faire en France, on peut les aider tout à fait, oui. D'accord, super. Merci Pascal pour ces petites précisions. Je pense que ça a répondu à vos questions. Alors j'ai une autre question pour Betty. Le temps file, donc j'essaierai de conclure par celle-ci, mais je te laisse le temps d'y répondre. Betty, prends ton temps. Alors, ce sera une question un peu plus macro. Donc on a un auditeur qui nous demande, en fait il a un taux d'emprunt du coup qui est variable. Et d'après ce qu'il a compris, ils ont diminué depuis cette année. Et en fait, il te demande si tu as une vue sur le marché, sur donc les taux d'intérêt futurs, et si tu conseilles du coup de refinancer à un taux fixe, par exemple du 15 ans. Donc, alors, ça, c'est comme ils disent, the $1 million question. I knew that j'aurais tellement aimé savoir les taux, pour ça je serais devenue super riche. Mais tout dépend en fait combien de temps vous avez l'intention de rester dans cette maison et combien de temps il vous reste sur ce ARM, combien d'années il vous reste. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, il vous reste 5 ans et vous vous dites, bon, moi, dans 6 ans, de toute façon, je vends, je retourne en France. Donc, évidemment, non, ne faites rien. Mais si vous dites non, moi j'ai l'intention de rester dans la maison pendant encore 20 ans et il vous reste, je ne sais pas, 3-4 ans, donc peut-être que ce serait bien de penser au refinancement parce que, comme ils disent, les taux sont les plus bas, ça fait déjà 12, 14 ans et tout le monde dit ils vont bien finir par remonter un jour ces taux-là. Ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils vont remonter, ils ne sont pas encore remontés. Bon, personne n'a prévu Corona, tout ça, mais en fait, la réponse vraiment, c'est combien de temps vous avez l'intention de rester dans cette maison-là? Est-ce que vous pouvez repayer si les taux commencent à remonter, vous êtes dans un ARM, est-ce que vous pouvez repayer ça cash ou pas? Sinon,
Si vous ne pouvez pas repayer cash, si vous avez l'intention de rester très longtemps dans cette maison, donc effectivement, peut-être que ça serait bien de penser à un refinancement pour un fixe. D'accord. Après, comme tu le disais, c'est surtout une question de temps. S'il faut refinancer plus faible, mais plus longtemps, c'est toujours une balance et des questions à se poser. Mais merci, Béatrice, pour ton expertise. Alors, on va conclure la session d'aujourd'hui. On nous demande juste si, Anne, tu pourrais nous partager tes informations dans le chat, directement tes coordonnées, donc pour pouvoir discuter avec toi. Alors surtout, n'ayez crainte, hein, si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions ou si vous avez des questions un peu plus personnelles, je vous invite à prendre rendez-vous directement à nos experts. Vous aurez donc leur adresse email et vous pourrez donc les contacter et leur poser toutes leurs questions. Toutes vos questions, pardon, et si bien entendu vous voulez leurs slides pour les deux présentations de Pascal et de Anne, je suis sûr que c'est avec plaisir qu'ils vous les communiqueront. Voilà, donc vous étiez bien en direct de French Morning ici sur notre session hebdomadaire donc, de notre rendez-vous avec le mois de l'immobilier, si je puis dire, ça n'arrête pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur une session de New York animée par mon collègue Romain Poirot. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi pour ceux qui sont sur la côte Est et surtout une très bonne soirée pour nos amis qui sont en Hexagone. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Au revoir, merci Pascal, merci Betty, merci Anne. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.